Cette vidéo est sponsorisée par Incogni. Lorsque vous êtes sur Internet, vous déposez des données. Tout le temps. Ça peut être super anodin, hein, genre votre adresse IP, votre pseudo, les horaires auxquels vous vous connectez sur un site. Mais ça peut bien sûr aller beaucoup plus loin. Nom, adresse email, sexe, orientation politique. Et je l'ai déjà dit et je le répète, hein, ce sont souvent des données que vous donnez de votre plein gré. Parce que c'est comme ça. C'est-à-dire, si pour vous connecter à un site, vous avez besoin de donner votre adresse email, bah vous donnez votre adresse email. Et si vous creusez les CGU de ces sites, vous verrez que souvent, ces sites, ils les vendent, vos données, à des courtiers en données. Et c'est là qu'intervient Incogni, vous allez voir, c'est hyper simple. Vous vous inscrivez sur Incogni, en suivant le lien qui est dans la description, on va y venir. Vous les mandatez pour aller supprimer vos données ou des données de vos proches chez les courtiers, et puis c'est tout. Incogni, ils connaissent les courtiers, ils connaissent leurs procédures de demande de retrait, de suppression de données, etc. Et donc c'est eux qui font le taf. Et ça veut dire moins de spam, moins d'informations un peu sensibles qui se promènent, parfois sur des sites illégaux que vous ne connaissez même pas. Et ça, pour le coup, vous vous en rendrez compte après quelques semaines. Hein. Je veux dire, moi, ça fait des mois maintenant que j'utilise Incogni, je le vois, ça. Et donc, en suivant le lien qui est dans la description avec le code y-pensez bénéficier de 60% de remise sur l'abonnement annuel Incogni. Encore une fois, merci à Incogni de continuer de me faire confiance, et quant à nous, on se retrouve dans quelques secondes pour la vidéo. Salut les gens, petite vidéo d'été, hein, à consommer entre 2 verres de punch à la plage. Vous le savez déjà, il existe tout un tas d'unités quand on veut mesurer des trucs. Le mètre pour les longueurs, le kilogramme pour la masse, la seconde pour le temps, etc. J'ai fait il y a quelques années une série de vidéos sur les unités SI, les unités standards internationales. Voilà, il me semble que à part la définition du kilogramme qui a changé, les épisodes restent quand même globalement à jour. Donc le lien dans la description, tout ça. Il existe aussi, vous le savez également, des unités moins standards, et qui peuvent être plus ou moins farfelues. Ça va du volt, qui pour la tension électrique, qui n'est pas une unité standard, mais qui n'est pas du tout farfelu. Le volt, non. Donc ça va du volt jusqu'au bovis. Bovis qui est un peu plus farfelu. J'ai fait une vidéo sur le bovis, le lien dans la description. En passant évidemment, vous le savez, par le Fahrenheit, le pied, le pouce, la coudée, l'once liquide, enfin, toutes ces merdes. Aujourd'hui, on va parler d'une unité qu'absolument personne au monde n'utilise, mis à part les astronautes de la NASA. Aujourd'hui, les gens, on parle du... Jake Garn est un sénateur américain de l'Utah, né en... mais c'est la preuve par vieux? Oula, alors non. Le gars est pas scientifique, il a pas particulièrement fait de découverte, et on peut même pas vraiment dire qu'il a fait avancer la science. Donc, non. Et pourquoi on en parle, du coup? Tu verras. Jake Garn est un sénateur américain de l'Utah, né en 1932. Il a fait des études de commerce et de finance, pour lesquelles il obtiendra une licence de l'université de l'Utah en 1955. Le gars a servi dans l'US Navy. L'US Navy, c'est l'équivalent américain de la Marine nationale. Aux USA, il existe différents corps d'armée. Top, merci. Le gars a donc servi dans l'US Navy où il a été pilote de P5M Marlin. Le P5M Marlin, ou Marlin, est un hydravion bimoteur. On s'en branle. Et il est également un ancien cadre du secteur des assurances. Une assurance est un contrat par lequel deux parties, en général l'assuré et l'assureur... Est-ce que tu peux arrêter de troller cet épisode, s'il te plaît, parce que ça va pas le faire, là. Il a également été pilote au sein du 151e groupe de ravitaillement en vol de la Garde nationale aérienne de l'Utah, où il a piloté des Boeing KC-97L et KC-135A. En avril 1979, il prend sa retraite avec le grade de colonel. Quand même. Alors oui, sauf que là, on a été un peu vite, je veux dire, on n'a pas du tout parlé de sa carrière politique, alors qu'en réalité, c'est elle qui va nous importer. En 1971, il est élu maire de la ville de Salt Lake City, et puis il rentrera en fonction en 1972. Il est élu au Sénat américain en 1974, réélu en 1980 avec 74% des voix, ce qui est du jamais vu dans l'Utah, et il sera à nouveau réélu en 1986. Je passe, parce qu'on s'en cogne, sur le fait que le gars est républicain, anti-avortement, républicain, voilà. Il fait partie de tout un tas de commissions et de sous-comités sénatoriaux. Bref, la vie normale d'un sénateur des États-Unis a rien d'alarmant de ce côté-là. Ce qui va nous intéresser en revanche, c'est que ce gars va un peu abuser de sa position de sénateur pour tenter un truc un peu fifou. Il va faire un push monstrueux pour aller dans l'espace. En tant que représentant du peuple américain, bien sûr. Attention, ça fait partie du boulot.
Bah oui. D'un autre côté, vous l'avez compris, je veux dire, le gars est un passionné d'aérospatial, il a plus de 17 000 heures de vol, il a été également pilote d'essai. Ah, le gars est passionné, hein, oui. Et là, boum, une opportunité. Ça fait quelques années déjà que la NASA parle un petit peu d'une notion d'astronaute citoyen. Ils aimeraient bien envoyer dans l'espace des gens qui sont pas vraiment des astronautes, genre des artistes, des journalistes, ainsi que des participants à Teacher in Space Programme, le programme enseignant dans l'espace, dont le premier représentant à monter dans une navette sera Christa McAuliffe, à bord de la navette Challenger. Navette Challenger qui explosera quelques secondes après son décollage en 1986, ce qui mettra un terme à ce programme Teacher in Space. Donc, Jake Garn, il sait que la NASA a un peu envie d'envoyer des gens un peu random dans l'espace. Et comme il préside par ailleurs la sous-commission des crédits du Sénat chargée des affaires de la NASA, et que, je le rappelle, c'est déjà un pilote expérimenté, il commence dès 1980 à interroger publiquement la NASA sur la possibilité pour lui, d'aller dans l'espace. Il faut bien comprendre un truc à propos de la NASA, son budget est déterminé par le Congrès américain. Donc la Chambre des représentants et le Sénat. Alors, j'ai pas creusé plus que ça, il est possible que quelque part, à la marge, il y ait une enveloppe qui vienne de tel ou tel. Ça, j'en sais rien. Mais le gros du budget de la NASA, c'est le Congrès américain qui le détermine. Et vous comprenez bien que le Congrès ne détermine pas vraiment le budget de la NASA. Le Congrès, lui, il vote le budget de la NASA. Oui, parce que le budget de la NASA, lui, il est déterminé au sein du Congrès, dans des commissions et des comités et des sous-commissions. Et on l'a vu, Jake Garn préside justement une de ces sous-commissions. C'est bien foutu quand même. Donc en 1984, une annonce est faite. Un membre du Congrès ira dans l'espace. Garn déclara qu'il s'agissait pour lui d'une mission d'information. Précisément, il a dit « Je pense sincèrement qu'il est essentiel que les membres du Congrès vérifient les projets pour lesquels ils votent et s'assurent que les fonds sont dépensés de manière appropriée. » L'abnégation du gars. Le mec est prêt à aller dans l'espace pour faire correctement son travail de sénateur. Non, mais respect. Là, on est quand même sur, j'allais dire un peu sur l'équivalent, mais pire en fait que sur un député qui demanderait à avoir une loge présidentielle au Stade de France pour pouvoir mater des matchs afin de vérifier que la législation votée par l'Assemblée nationale en matière sportive est bien respectée. C'est important. Et donc, vous pensez bien que, évidemment, Garn va suivre un entraînement quand même un petit peu énervé. Pas autant énervé que les astronautes de carrière, on va dire, mais énervé quand même. Et en même temps, je rappelle, le gars est un pilote d'essai expérimenté qui a des milliers d'heures sur des avions militaires. Le mal de l'air est un mécanisme qui... Attends, quoi? Bah, je sais pas, une transition, quelque chose, non? Non. Le mal de l'air est un mécanisme qui se produit dans le cerveau lorsque vos yeux vous disent qu'il n'y a rien qui bouge, alors que votre système vestibulaire vous dit que, manifestement, vous bougez. C'est une contradiction que votre cerveau peut résoudre avec un « j'ai été empoisonné » et demander à votre corps une purge. Qui vous fait gerber. Bien. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? On en a à foutre, figure-toi, que le mal de l'espace, cette fois-ci, c'est pas du tout pareil. Alors certes, ça ressemble au niveau des symptômes, ça peut, voilà, mais les mécanismes sont pas du tout les mêmes. C'est même pile l'inverse, Je veux dire, dans l'espace, alors en microgravité ou en 0G, on n'en a rien à foutre que ce soit dans l'espace. Là, en l'occurrence, ce qui compte, c'est le fait de pas ressentir les effets de la pesanteur. En microgravité, d'accord, ou en 0G, là, vos yeux vont vous dire que manifestement vous bougez, mais votre système vestibulaire, qui ressent aucune accélération, lui, il va dire que vous bougez pas. Notez que la contradiction dans le cerveau, elle est du même ordre, c'est quasiment la même chose. Mais là où je veux en venir, c'est que ce truc-là, il est à peu près imprévisible, y compris si vous êtes un pilote expérimenté. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Ah, Jake Garn n'est pas frais en 0G? Alors, il est pas frais du tout. Il est tellement pas frais qu'en apesanteur, pour lui, les secondes durent des heures. Vous avez la ref? Oui, on a la ref. C'est nul, mais
on a la ref. Jake Garn va, au cours de son entraînement, faire des vols en 0G. J'ai moi-même fait 3 vols en 0G, dont 2 ont fait l'objet d'une vidéo, les liens sont dans la description. Oui. Et il va pas kiffer. Du tout. Ouais, le gars va être bien malade. Ouais. Bien. En réalité, il va être tellement tout le temps malade que 2 choses vont se produire. Et, pour des raisons purement de dramaturgie, hein, je vais me réserver la deuxième pour un peu plus loin dans la vidéo. Premièrement, d'abord, la NASA avait prévu d'embarquer Jake Garn à bord de la mission STS-51D en tant que spécialiste de charge utile et observateur. Alors, c'est un terme qui revient régulièrement en matière d'aérospatiale, donc ça n'a pas besoin de faire l'objet d'une vidéo, on va en parler vite fait, comme ça vous l'avez. Un spécialiste de charge utile à bord d'une mission spatiale, c'est une personne qui a une mission spécifique relative à quelque chose qui a été embarqué dans la mission. Une charge utile. Genre si par exemple vous embarquez des fourmis avec dans le but d'observer comment les fourmis construisent une fourmilière en 0G, vous allez avoir une personne dont le boulot va être d'étudier ce truc-là spécifiquement, et cette personne, c'est un spécialiste de charge utile. Et même si ce spécialiste-là va être formé évidemment comme un astronaute, il sera pas formé à piloter la navette, ou à maintenir les systèmes vitaux de la navette, j'en sais rien, je veux dire, il va être vraiment formé spécifiquement pour cette mission-là. Un spécialiste de charge utile. Et donc, Jake Garn devait être spécialiste de charge utile. En gros, voilà, c'était un titre un peu ronflant pour dire que, en gros, sa mission était d'observer ce qui se passait en mission, de tout regarder, et en tant que sénateur des États-Unis, en tant que membre du Congrès américain, rendre compte du fait si, oui ou non, les choses étaient correctement faites et l'argent était correctement dépensé. Mais vu le changement de couleur de la tête de Jake Garn en 0G, ce qui, j'imagine, fait de lui un petit homme vert, la NASA a décidé d'ajouter une deuxième mission à ce dernier. Sujet d'expérimentation médicale sur le syndrome d'adaptation spatiale. Autrement dit, cobaye pour observer médicalement un gars dont on sait à l'avance qu'il sera malade H24 pendant toute la durée de la mission. Alors, je reconnais, c'est moyen marrant pour lui, mais bon, c'est lui qui a demandé. Hein. Et donc, la mission STS-51D va décoller en avril 1985, elle restera en l'air pendant une semaine au cours de laquelle 2 satellites de communication seront déployés, ainsi que à bord, ils feront des diverses expériences, comme notamment des échocardiographies en 0G. Classe. Et évidemment, pendant cette semaine, on va également observer comment se porte notre Jake Garn, et pas ouf. Ouais, non, pas ouf. Il va... On compatit, mec. Mais en même temps, c'était quand même intéressant pour la NASA, parce que c'est assez rare de pouvoir, à ce point, prédire que la personne va être malade. Oui, parce que si vous ajoutez à ça le fait que, finalement, les gens qui vont dans l'espace, mine de rien, il y en a pas tant que ça, il y en a quand même eu, hein, mais il y en a pas tant que ça. Donc ça fait pas beaucoup de données d'observation hein, pour étudier ce phénomène-là. Donc là, pour le coup, cette semaine, elle a été très utile pour la NASA. À tel point d'ailleurs que la NASA, et ça c'est le deuxième point que j'avais remis à plus tard, c'est là. La NASA a créé une échelle d'à quel point on est malade dans l'espace. Une vraie échelle, hein, avec une unité de mesure, avec des degrés et tout. Hein. Alors juste un petit point sur les échelles. On en avait parlé dans la vidéo sur le Kelvin, hein, dans les vidéos ici. Mais ça fait pas de mal de revenir un petit peu dessus, vite fait. Pour produire une échelle de mesure, il vous faut 2 informations. Il vous faut déjà un genre de point fixe. En général, c'est l'origine, mais c'est pas nécessairement l'origine, mais il vous faut un point fixe. Par exemple, dire la température à laquelle la glace fond dans des conditions normales de température et de pression, cette température-là, ça peut être un point fixe. Vous pouvez l'appeler 0. Mais en principe, qu'on soit clair, c'est arbitraire. Hein. Vous pouvez prendre n'importe quel point fixe et lui assigner la valeur que vous souhaitez. Par exemple, la température, je peux bien dire la température de ce point-là de mon studio, là, maintenant, tout de suite, eh ben c'est 14. Point fixe. Et tu vas faire quoi? Et ensuite, donc, il vous faut une deuxième information qui peut être soit la définition de ce qui va constituer un degré de cette échelle de mesure. Alors, si je reprends l'exemple de la température, ça pourrait être faisable, mais on préférera plutôt l'autre approche, hein, on va y venir. Mais si vous prenez par exemple un cercle, vous mettez un point fixe sur un cercle et vous décidez que vous allez couper la circonférence en 360 segments, enfin cordes, de longueur égale, vous avez défini ce qui allait être un degré de ce tour complet. Là, en l'occurrence, les degrés
Mais pas de température, c'est des degrés de géométrie, quoi. Des angles. Et l'autre possibilité, plutôt que d'avoir la définition de ce qui constitue un degré, bah c'est d'avoir un autre point fixe. Par exemple, pour la température, dire la température d'ébullition de l'eau dans des conditions normales de pression. Oui, tout à l'heure, j'ai dit conditions normales de température et de pression. C'est conditions normales de pression. La température dans des conditions normales de température, ça ne veut rien dire. Vous aurez corrigé de vous-même. Et là, en l'occurrence, ce que je viens de dire, hein, température d'ébullition, si je dis que c'est 100, c'est l'échelle centigrade. C'est pas l'échelle Celsius, hein. Attention. On en a parlé dans la vidéo sur le Kelvin. Hein. Faut être attentif, les gens. Hein. Cela étant, qu'on soit clair, voilà, cet autre point, vous pouvez l'appeler 100, mais vous pouvez l'appeler 1, 14, 6212, ce que vous voulez. Mais dès lors que vous avez ce point et soit la définition des degrés, ou bien alors 2 points, et vous savez, ensuite, vous allez dire 1 c'est 13, l'autre c'est 17, et puis ensuite vous découpez comme il faut, c'est bon, vous avez votre échelle. Voilà. Comme ça qu'on a une échelle de mesure. La NASA a donc constitué une échelle pour déterminer à quel point on est malade dans l'espace, c'est l'échelle Garn. Assez naturellement, sur cette échelle, 0, vous n'êtes pas malade du tout. Vous êtes les yeux dans les yeux avec Thomas Pesquet en lui disant quoi, si tu veux. Et à l'autre bout de l'échelle, vous avez un Garn. C'est l'absolue limite d'à quel point vous pouvez être malade tout le temps dans l'espace. Genre, vous pouvez pas être plus malade que ça. C'est le 100% du niveau de maladie de l'espace. Genre 0 répit. Si H24 à chaque respiration, vous vous dites est-ce que je préférerais pas décéder en fait? Vous êtes à 1 Garn. Et pour info, un astronaute dépasse rarement les 0,1 ou peut-être ponctuellement les 0,2 Garn. Ouais, le mec, il voulait aller dans l'espace. Hein? On va pas se mentir, c'était clairement pour se faire plaisir. Sans doute un petit peu aussi pour la postérité. Le mec, il a sa photo d'astronaute, hein, je veux dire, mais... Bon, eh ben, ni le mec, il s'est fait plaisir, et ni en termes de postérité, c'est... Le mec a quand même donné son nom à l'échelle du gyrbotron spatial. Toujours est-il que cette mission, STS-51D... Et tiens, vous savez quoi? Comme on est sur un épisode court, petite parenthèse. On va prendre une tangente. En matière de nomenclature, à la NASA, les missions qui commencent par les lettres STS, ça veut simplement dire que c'était des missions à bord d'une navette spatiale. Vous vous rappelez l'espèce d'avion qui est collé au lanceur et qui finit par atterrir comme un avion. C'est un avion, en fait. Eh ben, STS, c'est pour Space Transportation System. STS. Et pour les numéros, c'est assez évident. Hein. La première mission, c'est STS-1, puis la deuxième, c'est STS-2, puis 3, puis 4, etc., jusqu'à 9. Uniquement jusqu'à 9, parce qu'après, il y a eu STS-41B. Alors, oui, mais c'est parce qu'en fait, en 84, la NASA a changé de système de nomenclature. Parce qu'il y avait de plus en plus de vols, et que ça allait vite devenir le bordel, cette histoire. En l'occurrence, le STS-41B, STS, ça veut dire que c'est une navette. Le 4, ça veut dire que l'année du décollage se termine par un 4, 1984 en l'occurrence. Donc en vrai, il faudrait presque dire STS 41B et pas 41B. Le 1, c'était pour dire que le lieu de décollage, de lancement de la fusée, c'était le Kennedy Space Center. Il y avait un 2 pour un autre lieu qui finalement n'a pas été utilisé, mais qui était prévu. Voilà, donc le 1, c'est quand ça part de Cap Kennedy. Et enfin, le B, c'est pour dire que c'était le deuxième vol de l'année. STS 41B. Et donc, la mission qui a embarqué Jake Garn, STS-51D, c'était une mission à bord d'une navette qui est partie en 1985 de Cap Kennedy, et c'était donc la 4e mission de l'année. Alors, il y a une vieille rumeur, mais persistante, qui dit qu'en fait, la raison pour laquelle en 84 la NASA a changé la nomenclature, c'était parce qu'ils voulaient absolument pas se retrouver avec une mission 13. Genre STS-13. L'administrateur de la NASA de l'époque, James Begg, apparemment, lui, il était pas tout à fait à l'aise avec le nombre 13. Et sans doute que la mission Apollo 13 a pas aidé non plus. Et par ailleurs, il y a eu à nouveau une refonte de la nomenclature après Challenger. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Juste 2 petites choses pendant que je vous tiens, parce que je vois souvent passer le commentaire. Donc, je rappelle, vous êtes certains déjà, vous êtes
quelques-uns à le savoir déjà, mais juste pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Si je ne mets pas du tout de mid-roll, si je ne mets pas du tout de publicité pendant la vidéo, YouTube s'en chargera automatiquement, ils en mettront 10 et ils me préviendront pas, je toucherai pas d'argent et vous aurez des pubs toutes les 3 minutes. Donc le truc que j'ai décidé de faire, je l'avais annoncé il y a quelques temps, mais voilà, donc juste pour ceux qui n'étaient pas au courant, c'est que je force manuellement un mid-roll, l'apparition d'une pub en milieu de vidéo, et je la mets à la toute fin de la vidéo. Comme ça, vous avez vu la vidéo sans être emmerdé. Au moment où il y a la pub, si vous voulez partir, vous partez, mais vous raterez le générique. Mais au moins, normalement, dans ces conditions, YouTube va pas rajouter 60 pubs au milieu et rendre la vidéo absolument inregardable. Deuxième chose, et c'est vrai que j'avais dit que j'en parlerais plus et j'essaye de plus en parler, vous aurez noté sans doute que sur les dernières vidéos, j'en parle pas, mais petite piqûre de rappel, si une vidéo vous plaît, pensez à la liker, mais surtout pensez à la partager, c'est extrêmement important. Il faut la partager autour de vous, si elle vous a plu. Également, si vous aimez ce genre de vidéos, pensez à vous abonner, à vous rabonner. Bienvenue aux nouveaux, ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas de nouveaux. Il y a maintenant, depuis quelques semaines, quelques mois, des nouveaux, donc soyez les bienvenus. Prenez du popcorn, installez-vous, même si c'est la fin de la vidéo, tant pis. Et d'ailleurs, en parlant de fin de vidéo, le mid-roll de fin de vidéo, il va arriver maintenant. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, bien sûr, et d'ici là, les gens, restez curieux. Et prenez le temps de vous penser.